de présentation d'informations par les citoyens, parce que nous, Regard Citoyen, on est plutôt connus pour un site au départ qui s'appelle nosdéputés.fr. Donc on existe en tant que collectif depuis juillet 2009 et en tant qu'association depuis 2010. Donc c'est les férus numériques au départ qui se sont regroupés, rencontrés et qui se passionnent pour l'activité parlementaire. Donc et la plupart des gens étant des techniques et les informaticiens aimant faire de l'informatique ont essayé de donner des visualisations de choses qui ne sont pas forcément audibles pour les humains, notamment les sites qu'on peut avoir de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont assez complexes à lire. Le journal officiel qui est peu lisible et souvent dans un langage qui est institutionnel et donc peu compréhensible par un humain moyen. Donc ça c'est l'objet de Regard Citoyen, avec une première réalisation qui était de nosdéputés.fr, mais pas seulement en fait. Donc Regard Citoyen, c'est des projets citoyens et de l'open data. L'open data, c'est les données qui sont des données que détient le secteur public. On viendra, en fait, étant l'objet de la présentation, on reviendra un peu plus en détail sur ce terme d'open data tout à l'heure. Donc Regard Citoyen, on est connu au départ pour nosdéputés.fr. Qui en fait vise à présenter de manière graphique et assez facilement lisible l'activité des députés à l'Assemblée nationale. Alors contrairement à ce que d'aucuns puissent dire ou peuvent dire, il ne s'agit pas d'un classement. On ne fait pas de classement. Les journalistes prennent les données de nos députés et parfois en font des classements. Mais nos députés ne font pas de classement, elle illustre simplement les activités dans les 150 premiers et les 150 derniers. Après, libre à ceux qui veulent exploiter les données d'en faire des classements plus précis. On a sorti en septembre nossénateurs.fr, qui est le pendant du Sénat à nosdéputés.fr. Simplifions la loi, qui est un projet qui visait à permettre aux citoyens de commenter la loi et de se dire comment est-ce qu'on pourrait simplifier ces articles. Donc avec pas mal de retours. Aujourd'hui, donc dans nos projets en cours, on a un projet avec Sciences Po Paris qui s'appelle La Fabrique des lois, qui est d'essayer de voir, donc nous, par des traitements informatiques, et Sciences Po pour une analyse un peu plus poussée de comment un parlementaire fait évoluer à la fois un projet ou une proposition de loi. Donc bien voir comment la loi entre dans un canal, ensuite est discutée, modifiée, amendée, et ce qui pourrait être intéressant, et d'autant plus intéressant maintenant avec une bascule d'un Sénat à l'autre bord, ce qui va sans doute enrichir le débat et enrichir les projets et propositions de loi. La fabrique des lois, c'est en cours. Donc nous, on intervient sur le côté informatique, Sciences Po Paris sur la partie analyse proprement dite, dans le cadre d'un projet de recherche d'une doctorante. Parmi les projets, donc spécifiquement sur la problématique de projets citoyens et d'illustrer ce qui peut se passer au sein de nos institutions, on réalise chaque année, depuis maintenant 2 ans, une étude sur la sanction financière des présences en commission, puisque les députés sont sanctionnables dès lors qu'ils n'assistent pas aux commissions du mercredi matin dans certaines conditions. Donc chaque année, à la fin de la session parlementaire, on récupère les données en fait, qui viennent pour la plupart du journal officiel ou du site de l'Assemblée nationale, et on contacte tous les députés potentiellement sanctionnables en leur demandant si ils le sont vraiment et pourquoi. Bon, ce qui donne lieu à des effets quand même un petit peu polémiques, parfois certains appréciant plus ou moins bien d'être un peu épinglés. Patrick Balkany pour un bord, Arnaud Montebourg pour l'autre bord, par exemple. Ce qu'on a fait au moment du redécoupage électoral, c'était de dire il y a un effet du redécoupage électoral, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc l'idée, c'était de voir les effets du redécoupage électoral et de faire une projection par rapport à des données qu'on a, qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, qui sont les données des résultats d'élection. On les a bureau de vote par bureau de vote. Donc on est descendu à cette granularité bureau de vote, et on a refait une cartographie en se disant si demain c'était l'élection, compte tenu du redécoupage électoral, qu'est-ce que ça donnerait en termes de résultats à l'Assemblée nationale. Et enfin, une étude sur les groupes d'influence. Ça, on l'a fait en partenariat avec Transparency International France et la collaboration de 3000 personnes. Donc en reprenant tous les textes, tous les gens qui s'inscrivent à l'Assemblée nationale en tant que groupe d'influence ou groupe de lobbying, et savoir et arriver à déterminer à peu près qui sont ces gens et potentiellement quelle influence ça peut représenter au niveau de nos parlementaires.
Nosdéputés.fr, je ne sais pas si vous connaissez, on va en parler assez brièvement. L'idée, c'est bien de mettre en valeur l'activité des députés à l'Assemblée nationale et non pas de les fliquer. Et en fait, aujourd'hui, cette information, elle est disponible. Elle est disponible d'une part sur le site de l'Assemblée nationale et d'autre part sur tout ce qui est publié sur Légifrance et au journal officiel. Donc on a accès à l'information, sauf que cette information, elle est peu lisible et peu compréhensible. Avec nos députés, en fait, elle est présentée de manière un peu plus ludique, un peu plus interactive. On peut voir un graphe derrière. Et l'idée étant aussi que les citoyens puissent commenter, ou poser des questions, ou suivre l'activité spécifiquement de leurs députés, ce que ne permet pas le site de l'Assemblée nationale. Et donc on vient de décliner ça en nossénateurs.fr. L'évaluation du redécoupage électoral, bon, on vient d'en parler, donc c'est pas la peine de s'étendre plus avant sur le sujet. Et en fait, un de nos créneaux aussi, puisqu'on utilise en fait que des données publiques disponibles librement à tout un chacun, c'est la sensibilisation à l'open data. L'open data, c'est en fait aujourd'hui et de tout temps, les administrations détiennent des masses d'informations. Il s'agit bien d'informations qui sont dans la plupart, enfin en tout cas dans ce qu'on traite nous, le phénomène de l'open data, d'informations non nominatives, n'ayant pas trait à la vie privée et encore moins de données médicales. Donc ça clôt déjà un débat ou des questions qui potentiellement pouvaient se poser. Donc à ce titre-là, on a co-organisé un Open Data Camp en 2009. On dialogue avec des acteurs publics ou des acteurs privés, donc des collectivités, des ministères. Récemment, on a été auditionné par un parlementaire de la région, le député Girand, sur ces phénomènes-là, qui va pondre un rapport normalement d'ici fin d'année. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut mettre en valeur ces données publiques qui sont disponibles. On le fait, nous, à notre modeste échelle, avec nos députés, nos sénateurs et nos différentes initiatives. Mais l'open data, c'est pas que ça. En tout cas, nous, on traite des données qui, là, pour le coup, pour nos députés, nos sénateurs, sont des données nominatives. Mais le champ des données publiques est beaucoup plus large que ça. Une donnée publique, en fait, elles peuvent être détenues par des organismes publics, donc d'État, y compris des établissements publics, type EPCI, type EPIC, pardon, et établissements publics administratifs, par les régions, les collectivités locales et territoriales que peuvent être les communes, les EPCI, et également, et sans doute probablement, les hôpitaux. Ces données sont aussi des données détenues par les organismes ayant des délégations de services publics, les eaux, les réseaux. Avoir des données des réseaux d'eau, des débits, des consommations d'eau, ça peut être intéressant. On parlait de data journalisme ou d'avoir des informations et pouvoir les recouper. À cet égard, la Fondation de France a, pour la deuxième année, entrepris une action qui est de dire quel est le vrai prix de l'eau en France, qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Et en fait, invite les citoyens à contribuer, au vu de leur facture d'eau, à dire quelle est la part de consommation, quelle est la part d'abonnement, quelle est la part d'assainissement, pour avoir un focus de ce que pourrait être, enfin de ce qu'est le prix de l'eau en France aujourd'hui, parce que les données divergent, et là c'est en se basant sur des factures. Sur des données publiques, la question se pose sur les données détenues par des entreprises publiques ou privées. La SNCF est une entreprise publique, elle détient des données, notamment des données horaires. Dans le cadre des TER, la région finance, demande des cadencements à la SNCF, sauf que même une région aujourd'hui, type Provence, la région Provence, n'a pas le droit de réutiliser les données pour lesquelles elle a payé la SNCF. C'est dans les conventions, hein, vraiment. Donc ça appartient à la SNCF. Une région ou l'organisme qui les finance n'a pas le droit de réutiliser ce qui a été produit en étant financé. Ça peut être des données privées. On peut se dire, à un moment, on a aujourd'hui un certain nombre, dans un secteur qui vous concerne, un certain nombre d'appareils défibrillateurs qui sont mis en place dans des structures publiques, dans des structures privées. On se dit, si ces données sont disponibles au plus grand nombre et qu'on va en faire une cartographie, si on n'a que la donnée publique, on va voir les défibrillateurs dans les lieux publics. Si depuis mon smartphone, j'ai quelqu'un qui tombe ayant un malaise, qu'après, si je suis secouriste, je détecte comme étant un arrêt cardiaque, je lance mon application potentiellement sur un téléphone mobile. Si j'ai le défibrillateur à 300 mètres à la mairie,
c'est bien. Mais si j'ai également la donnée qu'il y en a un peut-être dans un magasin de proximité à 50 mètres, ça facilite la vie et ça me facilite la vie à moi dans mon action de secours et ça sauve peut-être la vie à quelqu'un. Alors la situation française des données publiques avant l'open data. En fait, il y a une loi de juillet 78 qui reconnaît à toute personne un très large droit de communication sur tous les documents détenus par les administrations. Là, sur le droit de communication, ça va loin, puisque ça va même jusqu'à des données privées, notamment les extraits de jugement, notamment d'autres lois en matière d'état civil, où seules les copies intégrales sont interdites pour les actes de naissance et mariage, mais un acte de décès est communicable à n'importe qui. Donc on a un champ très très large qui s'exerce donc à toutes les administrations publiques et à tous les organismes privés chargés d'une mission de service public. Donc à ce titre-là, vous êtes concernés au premier chef. Avec d'autres titres, pour les marchés publics, notamment un article qui est l'article 133 du Code des marchés publics, qui vous impose, qui impose aux collectivités, à l'État et donc à vous, hôpitaux, au premier trimestre de l'année suivante, de publier avec différentes tranches les marchés publics en fonction des catégories donc services, travaux et fournitures qui ont été conclus l'année précédente. Donc il y a des données qui doivent être publiées ou que vous devez publier, type article 133 des marchés publics. Il y a des données que moi je dois venir chercher en tant que citoyen si je veux les avoir, et avec en charge de l'application pour tout ce qui relève donc du national, la commission d'accès aux données administratives, et pour le local, les PRADA. Désolé mesdames, ça n'a rien à voir avec la mode. Donc c'est les personnels responsables d'accès aux données administratives. Alors j'imagine que vous avez tout ça dans vos institutions. De fait, puisqu'on est dans une situation où on doit aller chercher la donnée, la plupart du temps, elle est peu facile d'accès. On doit savoir ce dont on veut disposer pour pouvoir le demander. Si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas le demander. Il y a une aberration aussi, sans doute, de notre point de vue, de se dire, à un moment donné, l'État joue à la marchande avec lui-même. Typiquement, Météo France est un bon exemple. Le Conseil général donc de la Dordogne, là, dans cet exemple, a conclu, ça c'était en mai, un marché public avec Météo France pour avoir des données de météo pour 20 000 € par an, hors taxe. Récemment, le ministère de l'écologie vient de passer un marché public qui a été attribué la semaine dernière pour avoir accès à des données météo de Météo France et paye 87 000 € hors taxe par an pour avoir accès à des données de Météo France. Vous dites qu'il y a quand même une aberration quelque part. Un organisme public fait un dossier de consultation qui prend du temps, qui prend des ressources humaines. Le seul répondant potentiel est Météo France, qui lui a un service commercial qui va répondre à ce marché public, et ça va donner lieu à une rétribution de l'un à l'autre. On joue à la marchande, l'un étant organisme, étant ministère ou collectivité territoriale, et l'autre étant un établissement public, certes à vocation industrielle et commerciale, mais dès lors qu'on est dans le ressort de la sphère publique, on se demande pourquoi est-ce qu'on se paye entre soi. Vraiment, ça rappelle la dinette et je joue à la marchande. Les données payantes, donc on voit une base là qui était une base de cartographie de l'hygiène, 4 400 €, ce qui n'est pas des montants exorbitants, mais néanmoins, à chaque fois, il y a à la fois le montant, mais il y a bien aussi le temps passé d'un côté et l'autre, soit pour rédiger le marché, le dépouiller, et de l'autre côté, par un organisme public, même s'il a une vocation industrielle et commerciale, pour répondre à un appel d'offres. Après, il y a des tarifs qui peuvent être exorbitants. Il y a une base de carburant qui s'appelle carburant.gouv.fr, qui aujourd'hui, si moi je veux l'utiliser en tant que particulier pour l'enrichir, pour la mettre à disposition du public, peut-être sous un format un peu plus interactif que ce qui existe aujourd'hui, ça me coûte 38 500 € par an. Pour un particulier, une association, on se dit peut-être, est-ce que ça se justifie dès lors que je suis une entreprise? Encore que je paye des impôts, je crée peut-être de la valeur et de l'emploi autour de ça. Mais si je suis un particulier, on me fait payer des tarifs qui sont prohibitifs parfois. Alors, qu'est-ce que l'open data, plus concrètement? En fait, l'open data, c'est une donnée élémentaire, qui est une information brute et la plus brute possible, généralement publique, et qui a vocation à être librement accessible. Alors, librement accessible pour en faire quelque chose. Donc, la philosophie de l'open data, c'est de pratiquer une disponibilité pour tous, sans restriction de copyright, de brevet ou autre mécanisme de contrôle. On va y venir un petit peu plus en détail.
La naissance du mouvement, en fait, c'est pas né comme ça. On a vu la loi de 78 en France, mais dans le monde anglo-saxon, en matière de diffusion des données publiques, il y a beaucoup plus de transparence qu'au niveau français. Notamment les USA, qui dès 1966 adoptaient un texte, un premier texte fondateur qui faisait qu'il y avait une diffusion massive de données, avec différentes déclinaisons jusqu'à un Open Government Act suite à l'arrivée au gouvernement de Barack Obama. Dans le monde scientifique, avec une signature en 2001 d'un accès ouvert aux données entre scientifiques, de se dire le savoir de chacun ou ce que chacun détient doit permettre aux autres et mutuellement de s'enrichir et de contribuer. Un organisme qui s'appelle l'Open Knowledge Foundation. En Europe, il y a eu sur la partie données géographiques en 2005 une directive qui s'appelle Inspire, donc qui impose la redistribution de données géographiques. Et en France, ça a commencé assez doucement. Fin 2009, par des villes. Au départ, la ville de Rennes, puis la ville de Paris, et petit à petit, avec un mouvement qui s'est amplifié, l'État, au travers de son agence de l'APIE, donc de protection et de valorisation du patrimoine immatériel de l'État, a commencé à initier une dynamique, avec parfois des licences d'utilisation un peu restrictives, on y viendra après. Et en février, il y a une mission qui a été créée qui s'appelle Etalab. Etalab a vocation à diffuser, d'ici la fin de l'année, alors un maximum de données publiques au niveau de l'État central, donc de tous les ministères. Donc il y a 10 principes de l'open data qui disent ou qui régissent ce qu'est une donnée ouverte. L'idée, c'est que si on a un jeu de données, c'est qu'il soit complet. Donc il faut une complétude des données. Si on enlève un certain nombre de données, si on les exploite derrière, forcément, il va y avoir un petit problème peut-être. Que ces données, on les ait en primeur, qu'elles soient fraîches, donc qu'elles soient maintenues et qu'elles aient une certaine fraîcheur, qu'elles soient accessibles, donc qu'on puisse les lire déjà nous en tant qu'humains, qu'elles puissent être accessibles par des machines, qu'il n'y ait pas de discrimination à la diffusion des données, en disant je donne à telle catégorie de population ou telle catégorie d'acteurs et pas à d'autres. Qu'elles soient dans un format ouvert qui garantisse cette pérennité, qu'elles aient une licence claire, parce qu'en fait, quand un acteur public diffuse des données, souvent elles vont être réutilisées par des développeurs informatiques qui ne sont pas forcément juristes. Si vous avez une licence qui est opaque ou une multiplication de licences, le développeur ne deviendra pas juriste et la donnée ne sera pas réutilisée. Et une dernière condition qui est la gratuité. La gratuité pour tous, en se disant en tant que citoyen, on peut bénéficier de la gratuité parce qu'on contribue au travers de nos impôts. En tant qu'entreprise, la gratuité, c'est pas déconnant non plus, parce qu'une entreprise paye des impôts aussi, paye de la TVA, elle paye différentes taxes diverses et variées. Elle emploie du monde, elle emploie des salariés, et le fait d'employer des salariés, c'est eux-mêmes paient des taxes, paient des impôts sur le revenu, paient de la taxe d'habitation. Donc tout le monde bénéficie de la création de valeur, sachant qu'elles ont été payées, s'agissant de données publiques, par de l'argent public et qu'elles ont été déjà financées. Sur les licences, en fait, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs ont mis en place des données avec des licences plus ou moins exotiques. C'est-à-dire, on a une donnée publique qui normalement doit être réutilisable par tous. Jusqu'à présent, notamment l'APIE, a un principe qui est de dire on ne doit pas altérer la donnée. L'altération de la donnée, ça peut être une problématique un petit peu compliquée. C'est-à-dire, vous, usagers, vous récupérez une donnée. Il y a un exemple, alors dites-moi si je me trompe, qui était à la fin du 19e siècle. Un copiste états-unien a recopié le taux de fer des épinards et s'est trompé dans la virgule. Quelqu'un l'a corrigé. Est-ce que corriger cette action-là, qui était une donnée officielle, est-ce qu'on est dans l'altération de données? Juridiquement, ce n'est pas forcément très simple. On a un autre exemple qui est le Royaume-Uni qui a libéré la base de ses arrêts de bus pour que les gens puissent s'en emparer, faire des cartographies sans doute un peu plus précises que ce qui existait. Bon, est-ce qu'au Royaume-Uni, ils sont pas très bons, mais en tout cas, sur une base de 38 000 arrêts de bus, il y avait 18 000 erreurs qui là ont été corrigées par les citoyens et donc ce qui a permis la remise sur pied de la base. Donc là se pose la question de si on corrige, est-ce qu'on altère? Donc en fait, il y a une normalisation. Etalab vient de publier sa licence, en fait, c'est tout récent, c'est le 17 octobre, qui s'appelle une licence, son nom c'est licence ouverte, une licence assez permissive, qui permet à tout le monde de réutiliser les données publiques qui seront publiées donc sur le portail
opendata.gouv.fr en fin d'année, sans restriction et sans obligation de redistribution. Donc ça, c'est un premier modèle de licence qui émerge et qui existe. Et il y a un deuxième modèle de licence qui est une licence de base de données, donc ODBL, qui a été au départ mise en place pour OpenStreetMap. Je ne sais pas si vous connaissez OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet collaboratif de cartographie qui est le Google Maps libre. Et en fait, dans certains cas, je vous conseille de l'utiliser. Dans certains cas, on a de meilleures définitions que sur Google Maps, parce qu'OpenStreetMap a obtenu notamment la Direction générale des finances publiques de pouvoir intégrer la couche cadastrale. Donc dans certaines villes où c'est pas intégré dans Google Maps, on a une couche cadastrale avec quelque chose d'assez précis en termes de définition de parcelles et de bâtiments. J'enverrai des liens. Si ça vous... On vous fera passer. Donc OpenStreetMap a des problèmes par rapport à ces diffusions de données. Certains s'étant emparés de la base, ayant refait des modifications qui devaient profiter au plus grand nombre puisqu'il y avait une logique de contribution, et ne redistribuaient pas. Donc a créé une licence qui s'appelle l'ODBL pour que justement, dès lors qu'on utilise quelque chose, qu'on l'enrichit, qu'on le redistribue, on redistribue la donnée également. Donc il y a ce modèle-là. Un modèle où je peux l'utiliser gratuitement sans redistribuer, qui est la licence ouverte du gouvernement français, et un modèle de licence où, dès lors qu'il y a utilisation, valorisation et modification, tout le monde puisse en bénéficier, qui est une licence de type, qui est la licence ODBL. Alors certaines licences, notamment la licence de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, interdisaient, juste dans sa version 1, l'utilisation commerciale. Jusqu'où vous êtes dans une utilisation commerciale ou pas commerciale? Pour une entreprise, c'est à peu près clair, on le voit. Pour un particulier qui met de la pub sur son site et qui fait ça bénévolement, est-ce qu'on est dans du commercial, pas du commercial? Ça pose quand même des problèmes et ça pose des problèmes de compatibilité. En plus, si on se dit que la donnée, elle a été payée une fois, on va peut-être pas la faire repayer à chaque fois. Il y a une carte de France qui est obsolète. Donc, qui est une association qui s'appelle Liberty qui fait une carte de France des gens ou des organismes qui ont ouvert ou sont en passe d'ouvrir des données. Donc on voit que la région chez vous y réfléchit. La ville de Marseille, c'est en cours. La ville de Toulon également, c'est en cours de réflexion. Il y a des gens qui sont en cours de réflexion, notamment le département de Saône-et-Loire qui là vient de libérer en fin septembre. Et petit à petit, en fait, ça s'enrichit. Ça, on est là sur une carte à fin juin et on peut doubler sans doute le nombre d'acteurs qui se penchent sur la question. Le Conseil général du Calvados, notamment sur les problématiques de données de transport, certaines autres communes du Nord-Pas-de-Calais, et encore pour ce dont on peut avoir connaissance. En tout cas, c'est un mouvement qui s'amplifie. Libertic ressort une carte à peu près tous les 3 mois, et tous les 3 mois, la carte s'enrichit, va sans doute continuer, d'autant plus avec l'appel d'air que va créer le gouvernement à travers sa plateforme Etalab. Au niveau de l'État, donc, on va y revenir brièvement. Il y a eu une transposition de la directive sur les données géographiques européennes INSPIRE en octobre 2010. Etalab, donc la mission a été créée en février. La licence a été publiée donc en octobre et ça devrait ouvrir en fin d'année, peut-être un périmètre un petit peu plus réduit que ce qui était prévu, mais en tout cas il y aura des données publiques de l'État français disponibles sur un portail à fin d'année 2011. Donc l'idée c'était de dire, en tout cas la licence aujourd'hui le dit, elle est claire sur la gratuité. C'était un petit peu moins clair et notamment certains organismes ou établissements publics à vocation industrielle et commerciale font passer des décrets de non-gratuité. Donc il y a eu pas mal de décrets de redevance qui sont passés en juin, sachant que la norme doit être la gratuité et la mise en ligne sous cette licence ouverte. Donc voilà, concrètement, on va passer dans le concret, voir sans doute des illustrations. Je sais pas, on va peut-être faire un petit tour de questions, si vous avez des données, des questions un peu pratiques, ou si j'ai été assez clair, trop rapide, et après on passera à des exemples concrets. Moi, la question un peu basique que je me pose, c'est le modèle économique sur lequel ça repose. Parce vous parlez de gratuité. Alors, le modèle économique, c'est la gratuité. Cette mise en ligne, il faut bien la financer quelque part. Alors, la mise en ligne, il faut la financer ou pas, effectivement. Ou aujourd'hui, il y a des choses qui sont en ligne.
que les gens peuvent récupérer. Le modèle économique, effectivement, il y a sans doute un modèle économique pour l'acteur public, et il y a bien un modèle économique, soit pour le citoyen, peut-être pas pour le citoyen association, mais il y a sans doute un modèle économique à définir pour les entreprises. Les modèles économiques, aujourd'hui, je pense qu'on est au début. Ils ne sont pas complètement clairement définis. En tout cas, le bénéfice pour un acteur public de diffuser des données, c'est un modèle économique peut être notamment, comme en Grande-Bretagne, de se dire j'ai une base qui est fausse. Et sans être grand voyant, toute base de données, peu ou prou, comporte des erreurs. Donc ça peut permettre la correction. Un des modèles économiques, c'est d'avoir une contribution à la correction. Un autre modèle économique qui peut être se dire je libère mes données et j'essaie d'instiller un tissu économique peut favoriser la création d'entreprises, et ce modèle économique, j'ai un retour sur investissement par des impôts, des taxes ou de la création de valeur. C'est aussi un autre modèle économique pour l'acteur public. Après, sur... Vous montriez au départ là, ce que vous produisez au niveau de votre association. Quel est le modèle économique de votre association? À nous, c'est du bénévolat total. Nous, on est bénévoles. En fait, on fait ça sur notre temps libre parce qu'on est passionné. Donc, le bénévolat est aussi un modèle économique. Aujourd'hui, je viens là en tant que bénévole. C'est une journée que je passe pas à bosser, même si je suis en retard sur des projets clients que je livrais. Voilà, nous, en tant qu'association, on est sur un modèle de bénévolat et on pense que, en tout cas, sur ce qu'on publie, essayer de désinstitutionnaliser un certain langage peut faire progresser la démocratie. Voilà. Ça, c'est notre modèle économique à nous, qui est aussi un modèle économique pour certains. Voilà. Donc, en gros, on a ces modèles-là. Et pour une entreprise, donc association, c'est souvent le bénévolat. Certains développeurs, ça va être un peu comme dans le monde du logiciel libre, la satisfaction, la reconnaissance personnelle. Et il y a des entreprises qui créent du business qui est autour de l'exploitation des données publiques. Typiquement, des gens qui peuvent faire du data journalisme comme OVNI, ils font du journalisme à partir de données qu'on peut récupérer. Bon, mon voisin en parlera sans doute beaucoup mieux que moi. Voilà, il y a différents modèles économiques qui émergent, sachant qu'il n'y a rien de figé, puisqu'on est sur quelque chose qui est assez naissant et nouveau. Et justement, c'est naissant et nouveau, et puis on ne sait pas où ça mène, parce qu'en réalité, lorsqu'on libère les données publiques, on sent que l'objectif, c'est de laisser la place à des initiatives du monde des acteurs privés, que ce soit effectivement en vue de réaliser des profits ou pas, ou de contribuer simplement à l'amélioration du débat citoyen. Mais est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un mouvement où les acteurs publics, alors on a vu que ça s'institutionnalise, que les États-Unis ont pris de l'avance, que la France va libérer à travers Etalab de nombreuses données issues de l'État sous peu. Mais est-ce que la culture de la transparence qui est sous-jacente quand même à cette démarche-là, est-ce qu'elle est suffisamment développée dans un pays comme le nôtre, ou est-ce qu'on sent encore une certaine frilosité, parce que les premières applications qui ont été faites à travers le collectif Regard Citoyen, c'est quelque chose de ça existait déjà, les données existaient déjà, mais ensuite l'utilisation qui en est faite, ça a dû surprendre quelques-uns parce qu'ils n'avaient peut-être pas conscience que effectivement, si on rendait digeste ces informations-là, ça mènerait aussi à, alors même si c'est pas effectivement du flicage, mais en tout cas une exploitation médiatique, du classement, du shaming, comme on dit en bon français. Et est-ce que les acteurs publics, au plan, parce que là c'est des députés, c'est peut-être qu'il y a une dimension individuelle, mais est-ce que les acteurs publics, vous les sentez un peu prêts, parce que dans les hôpitaux, on a des données qui sont très très effectivement secrètes, confidentielles, précieuses, autour desquelles on est très précautionneux. Peut-être que sur des champs où c'est moins compliqué, ça peut se développer plus facilement. Mais est-ce que vous les sentez prêts à y aller, ou est-ce que cette culture-là leur fait encore un peu peur? Ça dépend. Non, en fait, je pense, en tout cas, les acteurs et tout le monde se rend bien compte qu'il y a un mouvement de fond de l'open data. Sur la culture, alors nos députés, nos sénateurs, et en tout cas ce qu'on peut mener autour de l'activité parlementaire, est sur un registre légèrement différent, puisqu'il s'agit à chaque fois de donner
qui là pour le coup sont des données personnelles et des données d'élus, qui sont des données publiques. Le champ de l'open data est quand même beaucoup plus large et le champ de l'open data ne couvre pas les données personnelles. En tout cas, le champ des données personnelles et des données de santé est exclu du domaine de l'open data, dès lors qu'elles sont personnelles. En revanche, vous détenez sans doute des masses d'informations qui peuvent être intéressantes, pertinentes, et qui éviteraient peut-être à certains journalistes d'être dans des logiques de fantasmes ou de vous faire du tort par des articles peu ou mal documentés. Donc il peut y avoir un renversement sur des données qui peuvent être des données statistiques, par exemple. On voit les classements des hôpitaux, alors je ne sais pas s'ils sont justes ou faux, mais en tout cas chaque année, les magazines, chacun y va de son classement. Il y a débat autour des indicateurs. Après, si vous partez de données objectives que vous avez produites vous-même, que vous les mettez à disposition, en tout cas, vous avez fourni un matériel brut qui permet sans doute d'avoir ou d'établir un classement qui corresponde plus à la réalité que ce qui a pu être glané à gauche et à droite, pas forcément par des méthodes classiques, dirons-nous. Oui, sur cette question de transparence, vous allez peut-être me détromper. Est-ce que c'est bien vous, Regard Citoyen, qui avez publié un état des lieux sur l'absentéisme des députés? Alors, nous, on fait pas. Alors, ce qu'on fait, on fait nosdéputés.fr. Donc là, qui est l'état de l'activité parlementaire. De l'état de l'activité parlementaire, si on remonte sur ce qu'est un député. On voit un exemple ici. Alors, je ne vois pas quel est ce député-là, mais on a bien une activité. On a une visualisation de son activité semaine par semaine. Donc, en ce sens-là, oui, on le fait, sans faire de classement. Et effectivement, on fait autre chose. Donc, chaque année, fin juillet, début août. Donc, depuis 2 ans, on sort les sanctions possibles pour chacun des députés liées aux absences en commission du mercredi matin. Donc, votre réponse à ma question est oui. Oui. Donc, dans ces conditions, est-ce que donc c'est bien la transparence? Là, je pense que les députés l'appellent de leur voix, sauf quand il s'agit de montrer qu'ils sont absents. Est-ce que vous avez reçu des pressions, ou est-ce que vous avez eu des retours plus ou moins négatifs? Alors, il y a des retours positifs et des retours négatifs. Effectivement, il y a quelques députés qui ne sont pas forcément ravis, sachant que c'est un vrai travail, qu'on envoie. On part des documents qui sont bruts, issus du site de l'Assemblée et du journal officiel, qu'ensuite, grosso modo 150 sanctionnables, on envoie à chacun un mail individuel en leur demandant si, par rapport à ces dates d'absence qu'on a pu relever, est-ce qu'ils ont des justifications qui n'auraient pas été prises en compte par l'Assemblée nationale. Et ensuite, ça dure une période à peu près 1 mois, on sort un classement. Alors, oui, il y a Arnaud Montebourg, par exemple, qui n'a pas été ravi. Patrick Balkany, pas ravi non plus. Et d'autres, plus ou moins ravis. Après, d'aucuns pensent, en tout cas, il y a des réactions positives de la part de certains qui disent « ouais, c'est la bonne chose à faire ». Récemment, on était, alors ça c'est juste pour l'anecdote, hein. On a été auditionné par une mission parlementaire qui va faire un rapport prochainement, sur la démocratie participative. Par un député qui est Monsieur Girand, et on lui parlait d'un député de Paris, PS. Il dit « Ah bon, il est à l'Assemblée nationale, lui ». Ce type est député depuis 1997, et le député Girand, alors je ne sais pas, n'a jamais vu le député en question. Oui, juste une question courte. Est-ce que vous connaissez le profil type des personnes qui viennent sur votre site? Non. D'accord. Parce que c'est quand même... Pour l'instant, je ne pense pas que le citoyen lambda... Alors, sur notre site... C'est plutôt réservé à une élite, quoi, ou des gens qui réfléchissent sur des dossiers particuliers. Parce qu'il est important dans la démarche, que je trouve qui est remarquable, hein, c'est de faire partager ces données par tous les citoyens, de manière à ce qu'il y ait l'information et une participation à la démocratie. Mais comment ça peut diffuser? On sait très bien que ce genre de site n'est pas visité par justement les citoyens. Alors voilà, si vous voulez, nous on ne met pas en place de cookies ou de profilage nos utilisateurs. Il y a des citoyens qui l'utilisent, qui commentent. C'est quand même relativement... c'est un site qui fonctionne bien, qui est bien vu. Alors, nos députés est repris par la presse quotidienne régionale, très souvent, qui, là où on ne fait pas de classement, font des classements des députés locaux.
mais en tout cas, ça permet d'illustrer avec parfois plus ou moins de joie et plus ou moins d'appétence pour notre travail. Mais voilà, c'est repris en tout cas par la presse. Les citoyens commencent à s'y intéresser. En tout cas, c'est plus lisible pour un citoyen lambda que le site de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Jacques Touzin des hôpitaux de Saint-Maurice. Je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque par ce type d'initiative? Ça jette une sorte de doute en fait sur notre système démocratique, comme si le monde associatif se sentait obligé, qu'il y avait une défiance vis-à-vis des politiques, des données qui sont données par l'Assemblée nationale, parce que les données on les a quand même dans le milieu de la santé, c'est pas ce qui manque, il y en a même beaucoup. Bon, les données sur les députés, il y en a sur le site de l'Assemblée, il y en a partout. Vous reformulez des données, vous les compilez, mais ça donne, moi ça me donne en fait l'idée qu'il y a une défiance vis-à-vis du fonctionnement de notre démocratie, et j'ai peur que ce type d'initiative fasse le jeu des extrêmes en fait. Il n'y a pas de défiance vis-à-vis de la démocratie. L'idée, c'était vraiment de l'illustrer et qu'on comprenne. On a une idée où on a, de toute façon, la défiance vis-à-vis de la démocratie. Ceux qui votent aux extrêmes ou l'idée du tous pourri, elle n'est pas nouvelle. Oui, mais ça ne peut que l'entretenir. Non, parce qu'on se rend compte que sur les députés, globalement, les députés travaillent. Enfin, ce qui est la réalité. Les gens sanctionnables, il n'y en a pas tant que ça. Les sénateurs travaillent. Il y a des gens qui font qui amendent des projets de loi, qui font des propositions de loi. Et l'idée, c'est bien de voir d'illustrer qu'il y a une activité parlementaire. Effectivement, comme dans toute institution, entreprise, sans doute qui travaillent peut-être plus que d'autres, ou qui sont peut-être plus sur... disons, quand on a deux fers au feu, c'est peut-être moins facile d'être sur le premier fer, par exemple. Mais on n'est pas dans une logique de défiance ou de faire le jeu des extrêmes, quels qu'ils soient. L'idée est bien d'illustrer et de montrer ce qu'est la vie démocratique et de la faire comprendre. La question, c'est peut-être la lisibilité. Alors, Pierre Desgrobes disait on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Hein, donc, quel degré on donne à l'humour. Bon, il y a des vannes qu'on peut faire avec un public cultivé, on ne peut pas les faire avec n'importe qui. Deuxièmement, moi, je vois le cas d'Areva. J'ai reçu le directeur de la com du CEA Cadarache et de la difficulté d'expliquer, par exemple, des choses scientifiques. On l'a vu récemment quand il y a eu le petit accident dans la vallée du Rhône. Les médias ont relayé accident et c'est devenu incident. C'est très compliqué parce qu'il y avait des données qui étaient objectives, hein, mais que ne savait pas lire le public. C'est ça le problème. Par exemple, si on donne je dis n'importe quoi, mais enfin, on va donner le nombre de lits à la Timone qui doit être assez important, de lits médicalisés. Mais bon, ça ne veut rien dire dans l'absolu. Vous, ça vous dit parce que vous avez des référents et vous pouvez le contextualiser. Le public, est-ce qu'il peut le comprendre ? Effectivement, le public n'est pas forcément en capacité de le comprendre en tant que tel et tout de suite. Mais l'idée, et en tout cas, il y a des gens qui font du journalisme à base de données et qui sont en capacité de faire la contextualisation. Nous, aujourd'hui, sur nos députés, on fournit une première couche de contextualisation que des journalistes, ça va être des journalistes ou des acteurs après, recontextualisent et revulgarisent en direction du grand public. Le nombre de lits à la Timone, effectivement, c'est peut-être un exemple. En tout cas, on voit qu'il y a des lits à la Timone, sans doute. Donc, ce qui peut être rassurant pour le grand public. Vous avez sans doute des indicateurs de taux d'occupation, de statistiques, de nombre d'opérations réalisées, de performance de vos équipes. Et ça, en termes de transparence ou d'illustration de votre activité, vous fournissez à certains et à tout le monde des données qui sont objectives et qui peuvent être contextualisées par des journalistes compétents. Aux applications sur la suite de la présentation. J'avais une dernière question, puisqu'il a été fait allusion au modèle économique. Dans certaines sphères, y compris publiques, comme les hôpitaux, les données sont aussi un enjeu économique. C'est-à-dire qu'il y a la confidentialité qui règne autour de tout ça, mais il y a aussi la recherche, développement qui doit qui doit pouvoir s'appuyer dans des établissements comme les établissements de santé aussi sur la capacité d'avoir par exemple des banques de sang
avec des séries de patients sur lesquels on peut expérimenter l'effet de telle ou telle molécule, par exemple. Alors évidemment avec tout ce que ça suppose d'encadrement pour préserver l'anonymité, recueillir le consentement des patients concernés, etc. Mais tout ça, c'est également, dans le cadre des projets de recherche, un enjeu économique, dans la mesure où ça peut donner lieu à des partenariats industriels. Donc c'était la première, une réaction comme ça, c'est-à-dire que toutes les données, mais je pense que ça vous êtes d'accord là-dessus, toutes les données issues des administrations, des établissements publics ne sont pas forcément publiques, dans le sens où... voilà. On est bien d'accord. Voilà, tout à fait. C'est pas toutes les données, hein, c'est... Effectivement, tout n'est pas publiable. En tout cas, c'est vrai que des travaux de recherche et développement qui vont avoir des données à un instant T ne sont pas publiables. En revanche, des résultats de recherche sont publiables. Et là, pour le coup, les universitaires les publient. Et la deuxième réaction, après, pour faire le lien toujours avec l'hôpital, mais c'est comment les données de santé, on a du mal à les exploiter parce qu'on est très 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 prudent à leur sujet. Ça peut, vous allez faire allusion, je crois, à de l'épidémio, ça peut aussi être extrêmement instructif, hein, de connaître en temps réel les foyers contagieux dans une région, etc. Ça fait partie des applications possibles. Ouais, ça existe déjà un petit peu. Hein, je sais pas si, vous connaissez, j'imagine, le site Sentinelle de l'INSERM. Donc Sentinelle, qui est bien, qui fait une carto hebdomadaire, qui fournit les données qu'on peut réutiliser. Effectivement, on a cette carte qu'on voit, notamment la carte de la grippe en ce moment, qui est en train de progresser, sauf qu'on la voit figée de semaine en semaine. Si on imagine, alors là pour le coup peut-être un développement interne avec une progression en temps réel en se disant, et si on fait des projections par rapport à ça, là c'est de la donnée publique qui sert à l'acteur public, et qui se dit, on va peut-être anticiper à la Timone nos lits en médecine générale parce qu'il va y avoir un pic de grippe qui nous arrive sur le coin du nez et que il faut anticiper notre taux d'occupation et peut-être remobiliser les équipes. On va passer aux applications et on reprendra les questions après. Donc concrètement, ce que ça peut donner, donc nosdonnées.fr, qui est un site qu'on publie, sur lequel on peut mettre en ligne des jeux de données. Si vous avez des données qui vous semblent être publiques, vous pouvez les publier. C'est ouvert à tous et donc il n'y a pas de restriction technique en termes de format. Donc des données, ça a été la géolocalisation des bureaux de vote qui a été reprise par OVNI. Donc à partir des données des bureaux de vote qu'on avait pu avoir et mettre en ligne, OVNI l'a récupéré et a fait une géolocalisation de tous les bureaux de vote de France. Et une version web sémantique de nos députés par une association qui s'appelle DataLift. Donc la visualisation des bureaux de vote, on imagine ce que c'est. Et là, en fait, DataLift, où nous, on reste sur de la donnée qui est quand même si elle est illustrée, on n'a pas des niveaux d'interactivité extrêmement performants. DataLift a récupéré nos données, les définit dans l'hémicycle, et sur chacun des points de l'hémicycle, vous cliquez, vous avez votre député, et vous pouvez avoir donc nos chiffres retraités graphiquement de manière beaucoup plus interactive pour le citoyen lambda. Il y a un exemple qui est donc le premier portail, le portail américain. Donc alors on voit pas très bien, mais si vous voyez sur le pavé du milieu en bas et tout à fait à gauche, il y a des données de santé. Il y a un côté santé qui est mis en ligne. Donc les données de ce portail, une illustration, c'est les données. Voilà, ça c'est un jeu de données brutes qui sont les données produites par l'équivalent de notre BRGM. C'est pas tellement lisible hein, pour nous. C'est complètement illisible. Mais l'idée c'était de vous montrer quelque chose d'illisible. Et de ce truc illisible, en fait, il y a un japonais. Ça c'est des données minières et des données sismiques. Et ça a donné ça. La carte des tremblements de terre au Japon. Et il y a quelqu'un qui, à partir des données donc, qui ont été produites par les services miniers américains, a produit une carte qui vous donne les tremblements de terre en temps réel au Japon. Donc là, on va commencer au 11 mars et vous allez voir ce que ça donne. Alors ça va arriver petit à petit et quand on parle du tremblement de terre de Fukushima, en fait, on parle pas du tremblement de terre, mais des tremblements de terre de Fukushima. Voilà. Et en fait, on voit défiler le nombre de tremblements de terre en temps réel avec leur magnitude et leur distance par rapport à Fukushima. Oui, on va peut-être arrêter. Enfin voilà, si vous voulez, on vous donnera le lien aussi si vous voulez vous faire une visualisation. Et en gros, c'est enrichi tous les jours.
Et on a un déroulement depuis le 11 mars de tout ce qui se passe en activité sismique au Japon sur cette visualisation cartographique. Pardon. Ah, on continue. Oui, on est reparti. Une autre exemple, et donc c'est la première ville en France à avoir mis en place des jeux de données, c'est la ville de Rennes. Qui a mis en ligne des jeux de données, y compris des données budgétaires, en 2010, et qui en fait s'est dit, pour essayer de favoriser un écosystème local, on va créer un concours d'application. Donc, à créer un concours d'application avec un budget de 100 000 euros. Donc, Rennes a eu la chance d'être dans les premiers, ce qui fait que d'autres acteurs, notamment les acteurs de transport, la Caisse des dépôts, ont créé des prix spécifiques. Et donc, ça a permis de favoriser un écosystème qui a donné lieu à un catalogue d'applications qu'on peut voir ici. Donc, avec des applications intéressantes. Donc, de Condata Rennes, c'est des parcours d'interprétation. Donc, qu'est-ce qu'était la ville avant? Quelque chose qui est assez bien, qui est Handimap, qui permet à une personne en situation de handicap de se rendre, par exemple, de son domicile à la mairie en choisissant un itinéraire qui est adapté aux personnes à mobilité réduite, ou de partir et de repartir de la mairie peut-être à un magasin X ou Y, toujours par la même méthode et en trouvant un parcours adapté. Donc Rennes, c'est une trentaine ou une quarantaine d'applications qui ont été développées spécifiquement et donc avec des prix à chaque fois. Si on vient dans le domaine de la santé, alors il y a un truc qui est un peu célèbre dans le monde, enfin en tout cas chez vous, j'imagine, sur des phénomènes d'épidémiologie avec le choléra de Londres en 1832, où Thomas Schefter a commencé à faire une cartographie en partant d'une carte de Londres de tous les points des maisons où il y avait eu du choléra. Et en fait, lui s'en est arrêté là. Et ses travaux ont été poursuivis par un type qui s'appelait John Snow en 1854, qui lui a croisé cette cartographie des cas de choléra avec les points d'eau. Et ils se sont rendus compte que, en fait, si on croisait cartographie, cas de choléra et points d'eau, il y avait une incidence. Et a priori, alors selon ce qu'on peut lire, ce serait la découverte de l'épidémiologie moderne. Dans le domaine de la santé, il y a donc là c'était un petit rappel historique qui existe aujourd'hui une carte qui s'appelle Asthmapolis. Donc on voit c'est un format smartphone. Ça fournit la position aux États-Unis des inhalateurs les plus proches. Ça fournit les taux de pollen ou d'allergisants présents dans l'air en temps réel sur un territoire donné. Donc voilà. Et des applications potentielles, ça peut être des positions de défibrillateurs, on en a évoqué avec besoin de données publiques et privées, des cartographies dynamiques d'épidémiologie, telles que ce que peut fournir Sentinel de manière statique hebdomadairement, et ça peut être sans doute plein d'autres choses. Mais ça, c'est à vous de le dire et à vous de construire ce que peut être l'open data dans l'hôpital. Et donc j'en ai fini. Donc l'adresse du site c'est regardscitoyen.fr et si vous voulez nous suivre, on a un compte Twitter qui s'appelle Regards Citoyens.